On a vu dans le module précédent que dans une cellule chlorophyllienne, il y avait de nombreux chloroplastes, dont le nombre varie d'ailleurs de 1 à 50, et c'est dans ces organites chlorophylliens que se déroule la photosynthèse. On va donc s'intéresser dans ce nouveau module à la structure du chloroplaste et voir le rôle des pigments dans l'activité photosynthétique. Avant tout, faisons un rappel sur un élément que vous venez de voir en enseignement obligatoire, c'est-à-dire la structure de la feuille et son adaptation à la réception de la lumière et à la circulation des gaz. Alors les feuilles sont des organes déjà plutôt fins, spécialisés dans la réalisation de la photosynthèse, et le tissu photosynthétique, ou parenchyme foliaire, qui apparaît ici en vert, est constitué de plusieurs couches de cellules chlorophylliennes. Sous l'épiderme supérieur, on trouve le parenchyme palisadique, qui lui est le plus exposé à la lumière. Il va surmonter le parenchyme lacuneux, dont les larges espaces intercellulaires vont contenir une atmosphère interne. Donc schématiquement, voici un schéma d'une coupe de feuilles, on voit qu'il y a une très bonne adaptation donc à la capture de la lumière, de par la présence des cellules chlorophylliennes à proximité donc de la cuticule et de l'épiderme, donc au contact avec l'extérieur. Et on a à l'intérieur de la feuille des espaces ménagés entre les cellules chlorophylliennes qui vont permettre la circulation des gaz. Alors, au niveau de l'organisation de la feuille, on observe qu'il y a la présence également d'ouvertures, qu'on va appeler stomates, qui vont permettre les échanges gazeux entre l'atmosphère interne de la feuille et l'air environnant. Alors si on regarde d'un peu plus près ces stomates, eh bien, on voit qu'ils sont composés de deux cellules, qu'on appelle les cellules stomatiques, qui ménagent entre elles un espace qu'on appelle ostiole. Et c'est cet espace, ici, qui va être d'ouverture variable et qui va permettre de réguler les entrées de dioxyde de carbone et les sorties de dioxygène. Donc on a ici une véritable régulation des échanges gazeux entre l'air ambiant et l'atmosphère interne de la feuille. Vu du dessus, on voit ici donc le stomate avec l'ostiole, l'ouverture centrale, et les deux cellules stomatiques. On voit ici, sur ce dernier schéma, les différents états du stomate quand il est fermé et quand il est totalement ouvert ici. Alors revenons à nos cellules chlorophylliennes et plus particulièrement au chloroplaste. Petit rappel ici sur la structure d'une cellule chlorophyllienne, donc la paroi très rigide, au niveau de laquelle est accolée une membrane plasmique, le cytoplasme, dans lequel on trouve entre autres les éléments qui nous intéressent ici en vert, qui sont les chloroplastes. Alors un chloroplaste est un organite compartimenté qui va contenir une membrane externe et une membrane interne, ici qui n'apparaissent pas dissociées vu le faible grossissement, malgré que l'on soit en microscopie électronique. À l'intérieur, on observe des genres de sacs empilés qu'on appelle des thylakoïdes. Le compartiment qui est localisé entre la membrane interne et les thylakoïdes constitue ce qu'on appelle le stroma. C'est dans celui-ci que seront stockés, entre autres, les grains d'amidon que vous avez pu observer au microscope dans la feuille d'Elodé au TP précédent. Ici, nous avons un agrandissement des thylakoïdes organisés en granum, c'est-à-dire en grains sous forme de sacs empilés. Quand ils ne sont pas empilés, c'est-à-dire qu'ils présentent cet aspect libre ici, on parle tout simplement de thylakoïdes libres, et donc ici de thylakoïdes en granum. Donc schématiquement, voici comment représenter un chloroplaste. Donc regardez bien ce schéma, mémorisez les annotations qui sont présentes ici. Donc on a ici donc la membrane du chloroplaste qui est représentée. Membrane externe et membrane interne sont ici fusionnées sur ce schéma, ne font qu'un seul trait. Si on regarde ici, on voit très nettement la présence des deux membranes par contre, qui apparaît sur la membrane externe ici et membrane interne.
On a les thylakoïdes libres, ou encore appelés thylakoïdes intergranaires. Et enfin, on a les granomes, les thylakoïdes en granome, qui représentent des empilements particuliers. À noter qu'à l'intérieur du chloroplaste, on observe les grains d'amidon, présents ici en microscopie électronique sous forme de grains, et qui vont donc résulter de la photosynthèse. Alors, seules les membranes des thylakoïdes sont de couleur verte, et ils vont contenir, donc ces membranes ici, les pigments chlorophylliens, on verra, qui sont de plusieurs sortes. Alors si on extrait les pigments chlorophylliens d'un végétal chlorophylien, c'est ce qu'on appelle donc une solution brute, de pigments bruts, eh bien on constate qu'ils sont capables de capter l'énergie lumineuse, puisque l'on voit ici que sur le spectre de la lumière, le spectre d'absorption présente des absorptions dans certaines longueurs d'onde, ici donc dans le bleu essentiellement, et ici dans l'orangé rouge, qui correspondent à un maximum d'absorption de ces pigments chlorophylliens. Alors on avait dit tout à l'heure que les pigments chlorophylliens étaient de plusieurs sortes, effectivement. Donc on a essentiellement des chlorophylles A, des chlorophylles B, des caroténoïdes et des xanthophiles. Alors si on analyse le spectre d'absorption de ces pigments, donc on retrouve ici celui de la chlorophylle A, en vert clair ici celui de la chlorophylle B, et celui des caroténoïdes ici. On constate donc que chaque catégorie de pigments est donc capable de capter des longueurs d'onde particulières. Dans le spectre brut qu'on avait tout à l'heure, ça correspondait à des pics d'absorption, ici dans le bleu et ici dans l'orangé rouge. Alors parallèlement à l'analyse de l'absorption de la lumière par les pigments, on peut réaliser ce qu'on appelle un spectre d'action qui va correspondre en fait à l'intensité de la photosynthèse en fonction de la longueur d'onde, et ce qui est représenté ici par cette courbe violette. Et bien qu'est-ce qu'on constate? On constate que le spectre d'action ici se superpose au niveau de ces pics, se superpose au spectre d'absorption qui montre les longueurs d'onde absorbées. On peut donc supposer que les longueurs d'onde absorbées sont les longueurs d'onde qui vont être efficaces pour la photosynthèse. D'une manière plus évidente, voici ici une superposition du spectre d'absorption et du spectre d'action qui lui est représenté en bleu ici. Et on voit très nettement la concordance entre les deux, ce qui nous permet donc de poser très clairement l'hypothèse que les pigments chlorophylliens sont donc les pigments qui vont être responsables de la photosynthèse. Donc en bilan, on peut dire que les membranes des thylakoïdes, des chloroplastes, qui contiennent les pigments chlorophylliens, vont permettre la conversion de l'énergie lumineuse en énergie cellulaire, justement grâce à ces pigments chlorophylliens, ce qui est la base de la photosynthèse. Alors dernière petite remarque en ce qui concerne l'existence de plusieurs types de pigments chlorophylliens, eh bien au niveau de la membrane des thylakoïdes, ces pigments chlorophylliens vont s'associer à une genre de structure qu'on appelle un photosystème, dont le cœur va être occupé par la chlorophylle A. Alors quel est l'intérêt de tous ces pigments? On a vu tout à l'heure que la chlorophylle A absorbait certaines longueurs d'onde de la lumière, différentes de la chlorophylle B, elle-même différente des xanthophiles ou des carotènes. Donc finalement, ces pigments vont absorber des longueurs d'onde différentes de la chlorophylle A et vont donc être complémentaires dans le sens où quand un photon par exemple va venir frapper une xanthophile, eh bien l'énergie lumineuse du photon va pouvoir être transférée par un système de résonance en fait jusqu'à la chlorophylle A qui va pouvoir utiliser l'énergie de ce photon qui avait une longueur d'onde au départ que la chlorophylle A n'aurait pas pu utiliser. Il en est de même pour les carotènes et les chlorophylles B qui sont aussi capables de transférer par résonance à la chlorophylle A l'énergie issue des longueurs d'onde de certains photons que la chlorophylle A n'aurait pas pu absorber. Donc finalement, l'existence de ces 4 types de pigments chlorophylliens va permettre d'améliorer très nettement l'efficacité de la photosynthèse
en élargissant le spectre possible de longueur d'onde que ces pigments chlorophylliens peuvent utiliser. Si la chlorophylle A était tout seul, eh bien peut-être que la photosynthèse serait moins efficace puisque certaines longueurs d'onde ne pourraient pas être utilisées.